Shopify, avant j'étais un peu sceptique, mais plus j'avance dans le temps avec cette boîte et plus je me dis c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, ce qu'ils développent autant pour les utilisateurs qui sont pas techniques que pour les utilisateurs techniques, ils sont en train de rendre l'offre tellement complète et ça devient un écosystème. C'est surtout cette dalle-là, on va dire. Je me suis dit, ok, là, faut que je démonte tout. Et c'est ce que j'ai fait, que je continuerai à faire. Les applications, le plus souvent, elles sont développées pour être génériques. Donc, dans tous les cas, elles ne s'adaptent pas à ton thème. Donc, soit elles laissent des résidus. Imaginons que tu as installé une application de carte. Tu te dis, ok, j'aime plus, il y en a une nouvelle qui est plus stylée. Tu la désinstalles, tu installes l'autre. Le résidu de code qui était derrière, qui sert à la même chose, il va peut-être péter le suivant. Ouais. Et il va pas s'enlever quand tu vas désinstaller. Préparez-vous, il y a une nouvelle mise à jour de Shopify qui arrive dans laquelle on intègre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de la plateforme. Tu vas pouvoir dire, tu vas pouvoir virer ton responsable de commerce là demain. Donc prépare les paplards. J'ai rejoint des projets aussi pour travailler gratuitement avec des gens plus expérimentés que moi, dans l'optique de progresser, dans l'optique de me dire ok là je vends entre guillemets mon temps gratuitement, mais c'est un retour sur investissement que je vais retrouver plus tard. Et au final, c'est cette compétence technique que j'ai retrouvée et qui m'a permis de rejoindre la boîte en quelque sorte. Younes, je suis content de t'avoir aujourd'hui. On va parler un peu technique, on va parler de Shopify, d'administration, d'entretien, d'amélioration d'un thème Shopify. Tu es avec nous dans l'équipe depuis un moment, je ne saurais pas te dire combien de temps. Explique-nous un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Plaisir partagé d'être là. Ouais, ça fait un peu moins d'un an, environ 10 mois que je suis chez The Deployer maintenant. Et ce que je fais tous les jours, c'est que je fais du dev Shopify pour The Deployer dans le domaine du CRO. Ça fait 10 mois déjà ? Ouais. Oh là là. Ça fait 10 mois qu'on est ensemble dans la boîte et c'est la première fois qu'on se voit. De ouf. On s'est rencontrés ce matin là, à 9h, à 8h30, il y a même pas une demi-heure. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en remote dans la boîte. Je sais même pas si tu as déjà vu Lucas ou Max. Personne. Non, aucun. Léna non plus. Non plus. Ok. Chris en moins. Bon, ok. Donc ok. Nous, boîte full remote sur Deployer. Ce qu'on fait, c'est de la B-testing, d'optimisation de site e-commerce. Le gros cœur de métier de la boîte, ça reste le développement parce que c'est un pilier. C'est grâce à ce pilier technique qu'on s'est orienté vers la B-test, l'optimisation de site et qu'on s'est intéressé à tout ce qui est analytics, copywriting et tout ce qui va ensemble pour permettre d'améliorer les perfs d'une boîte e-commerce. Mais comme je disais, la partie dev, c'est une grosse plus-value qu'on a sur la boîte. Ça reste aussi le pôle le plus coûteux de la boîte. C'est ce qui nous permet de réaliser tout ce qu'on veut sur une boutique e-commerce sans aucune limite. Et c'est aussi pour ça qu'on est spécialisé sur Shopify. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi de bosser sur Shopify et exclusivement dessus ? Ça marche. Ça a commencé avant que j'entre chez The Deployer. C'était il y a environ 4 ans peut-être, je dirais. Pourquoi ? Parce que la première fois que... En fait, ça remonte même au moment où j'ai commencé à apprendre à coder. J'ai appris à coder parce que j'ai un pote qui voulait se lancer dans le dropshipping. Okay. Et il m'a proposé de me lancer avec lui. J'ai dit ok. J'ai dit par contre, je m'occupe pas de la logistique, je m'occupe pas des clients, j'aime pas ça. Mais je te code la boutique. Parce que pour moi, je pensais qu'il fallait coder la boutique. Et après, j'ai découvert Shopify. Et c'est parti. T'as fait 3 clics, c'était en prod. C'est ça. Sauf que fallait un peu plus que ça. Et je voulais, un peu exigeant, je voulais une bonne boutique, une boutique bien belle. Donc, j'ai commencé à apprendre HTML, CSS, des petites formations par-ci, par-là. Et petit à petit, j'ai commencé à monter en grade. La boutique, elle n'a pas marché. On a fait 0 vente. Mais la boutique a plu à des gens. Et ils m'ont dit... est-ce que tu peux nous rendre ce service de nous faire des boutiques, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la prestation sur Shopify. Okay. Après, j'ai commencé à voir ton contenu. J'ai commencé à commenter tes petites vidéos. Et c'est comme ça qu'on s'est connus au départ. Après, je suis parti un peu en steak, on va dire. Je savais pas ce que je voulais vraiment, si je voulais du dev, du e-commerce, etc. Donc, je me suis un peu mélangé. Et c'est aussi là que je me suis retrouvé. Et je me suis dit que ouais, Shopify, c'est plus que que Shopify, j'ai envie de te dire, c'est vraiment un domaine à part entière dans Internet. Genre, même quand tu regardes sur GitHub, il y a écrit The Internet, bien insolent, tu vois. Mais ça fait beaucoup plus que de se dire que tu taffes juste sur un seul logiciel. Ça regroupe tellement plus de choses qu'une seule et même stack technique. En effet, il y a plein de choses. Tu peux faire DevOps, du back-end, tout ce que tu veux en étant sur la partie app pure.
sur tous les services liés à Shopify, même qui sont vendus en dehors de la plateforme, que ce soit les solutions de tracking en server-side, tout ce qu'il y a autour, plus ce que tu peux faire à l'intérieur, que ce soit juste sur la partie thème ou sur les solutions, encore une fois, genre multi-currency, devises et tout, etc. Il y a de quoi faire, il y a des cœurs de métiers différents. Il faut bien comprendre aussi le milieu du e-commerce pour être capable de l'adresser et de bien gérer tout ce que tu vas faire, les modifications, et que ça aille dans le sens du e-commerçant, parce que le but à la fin, c'est d'augmenter ses ventes, ses performances, sa renta. Et ouais, c'est intéressant. Tu es parti en steak, tu disais, sur la partie technique, mitigée entre est-ce que je fais du e-commerce et du business pur, est-ce que je reste sur la partie tech, même si je sais, tu as envie de lancer des business, tu prends pas mal d'initiatives dans la boîte. Tu disais, alors c'est marrant parce que tu commentais mes premières vidéos. Aujourd'hui, on fait plus du contenu sur cette chaîne qui est lié à l'optimisation pure, A/B testing, et ce qu'on fait en fait au final sur la boîte, parce que ça reste un levier d'acquisition pour nous. Mais en fait, à la base, sur cette chaîne YouTube, si tu le découvres en même temps, je faisais des tutos Shopify. C'est comme ça que je me suis fait connaître, des petits tutos code, là où je me rendais compte que je m'adressais à la fois aux e-commerçants qui avaient envie d'améliorer sa boutique et d'intégrer des applications à moindre coût, etc. sur son shop, tout comme à la personne un peu technique qui est entre les deux ou qui est même complètement sur la partie dev et qui a envie de se spécialiser, et donc qui a aussi envie d'apprendre comment ça se passe sur Shopify et aller à l'intérieur. Et je me rends même compte qu'à la fin, j'adressais même des développeurs expérimentés, plus expérimentés que moi, qui étaient perdus dans un flow, genre je suis full stack JS et j'arrive pas trop à me démarquer aujourd'hui sur le marché. Et donc je me spécialise sur du Shopify. Ouais, j'ai vu, parce qu'entre temps, je me souviens, tu avais fait la première formation Convertify, ouais. Convertify, c'était en 2020 au moins. Ouais, je pense. Oh là là. Fin 2019, début 2020. Après, tu allais apprendre des langages un peu plus poussés, tu t'es spécialisé en JS, React, etc. React, etc. Et j'ai encore une fois vendu de la presta dessus. Je me suis dit, je vais en même temps que je vais apprendre. C'est un peu osé, mais pendant que je vais apprendre, je vais vendre en même temps ce que je fais. Et donc, j'ai fait ça comme d'habitude. J'ai rejoint des projets aussi pour travailler gratuitement avec des gens plus expérimentés que moi, dans l'optique de progresser et dans l'optique de me dire, ok, là, je vends entre guillemets mon temps gratuitement, mais c'est un retour sur investissement que je vais retrouver plus tard. Et au final, c'est cette compétence technique que j'ai retrouvée et qui m'a permis de rejoindre la boîte en quelque sorte. Ouais, mais parce que d'un autre côté, c'est un prétexte pour apprendre, ça te fait des case studies, des choses à montrer. Moi, tu t'as dit que c'était un petit peu osé, ça me choque pas du tout, parce que je me suis toujours formé, en tout cas perso, sur des projets clients que je savais pas faire, et que je facturais. Mais après, en effet, hein, il faut avoir les épaules de le faire. C'est comme de lancer une formation, un produit qui n'existe pas, et de balancer du budget en pub dessus. N'empêche que ça reste la meilleure manière de tester efficacement ce que tu fais, ton produit, ton service, et d'avoir confiance dans ce que tu es en train d'apprendre, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer quelque chose pour toi et pour ton expertise. Et mine de rien, si tu le vois aujourd'hui dans la boîte et dans ce qu'on fait, on va toujours tester des manières de switcher un peu nos process d'audit, la manière dont on va développer, la manière dont on va synchroniser des stores à l'international, et tout ça, on le fait parce qu'on est face à des problématiques d'un client qui a 8 boutiques aujourd'hui sur toute l'Europe, voire même le monde, et en fait, ça reste notre prétexte pour améliorer nos propres process à l'intérieur, et on va pas aller les inventer ou leur dire, écoute, si tu as 8 boutiques, je te fais rentrer 7 gratuitement pour essayer de commencer à les synchroniser. Au contraire, on continue à dire qu'on peut le faire parce qu'on sait qu'on arrive à détourner la plateforme depuis des années maintenant, et qu'on n'ira pas se coucher si on n'a pas réussi à synchroniser ton shop. Ouais, c'est carrément ça, parce que en fait, c'est surtout au départ que j'ai eu cette culpabilité ou ce syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait, au final, même quand tu vas au Auchan, j'en suis sûr qu'ils testent des trucs sur toi, quoi. Donc au final, dans tous les cas, c'est dans une optique de progrès, dans une optique d'améliorer l'expérience du client. Donc, c'est pas forcément osé ou mauvais ou quoi. C'est juste que c'est un fait, et que c'est comme ça que les gens progressent. Ça ressemble à quoi une de tes journées chez Younes? Parce que moi, je te vois arriver. Moi, je mettrai un petit screen. On utilise Gazer.
Ouais. C'est un outil sur lequel vraiment, c'est pas le centre quand même de la boîte, parce qu'il y a Notion. Mais Geyser, c'est un peu notre espace en 2D, bureau virtuel type Pokémon, dans lequel on se retrouve tous les matins, 10h pile, vous avez votre kick-off avec la team, avec Max et Lucas. Mais moi, je te vois qu'à travers cet écran derrière. Qu'est-ce qu'il fout, Younes? Je suis plus bon en vrai ou en... C'est plus grand. Non. Aussi, ouais. Ouais, bah ma journée elle commence peut-être 2 voire 3 heures avant, ça dépend des jours. Je commence rapidement, je regarde si je dois répondre à des clients ou pas, si il y a des informations que j'ai pas données ou que je devrais donner avant ou pas. Donc je commence pas dès le début à enchaîner sur la partie technique. Ça vient un peu plus après, au bout d'un moment où j'ai pris mon rythme de la journée. Donc vers 8h, 8h30 jusqu'au daily. Et à ce moment-là, ok, quand j'ai répondu à tous les clients, j'arrive et, euh, et je commence à regarder qu'est-ce qu'il y a à faire pour la journée, quelles sont les priorités, est-ce que j'ai coincé sur quelque chose, etc. Je fais un peu, tu sais, un peu le programme de la journée. Après, le daily arrive et à ce moment-là, bah, je me dis, ok, j'ai coincé ou j'ai pas coincé, je suis sur une bonne lancée ou pas, est-ce que les autres sont sur une bonne lancée ou pas. On fait un peu notre moment détente et notre moment un peu organisation de la journée. On se voit tous, on se tape un peu de barre, etc. On se détend un peu. Et après, c'est là que ça commence. Ouais. Plutôt stressant, hein, tes journées ou Non, 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 détente. Toujours en détente. Au début, ouais, je me mettais une pression de ouf, mais en vrai, que tu te la mettes ou que tu te la mettes pas, cette pression, le travail doit être fait. Donc, peu importe le temps que ça prend, bah, faut le faire. Par rapport à quoi? Parce que tu bosses sur des gros stores, qui a beaucoup de trafic et de chiffre d'affaires qui est généré sur les stores sur lesquels tu bosses tous les jours, ou par rapport à l'équipe, au fait qu'il y avait au début, si tu reviens 10 mois en arrière, un plus gros niveau technique que toi, et dans lequel tu t'es dit, bah vas-y, faut que je rattrape Lucas, faut que je bouffe C'est Max. ça, c'est ça. C'est surtout cette dalle-là, on va dire. Je me suis dit, ok, là, faut que je démonte tout. Et c'est ce que j'ai fait, que je fais, que je continuerai à faire. Et ouais, et puis de toute façon, il y avait aussi, il y a aussi le fait entre ce moment-là où je me mettais la pression et maintenant, où c'est, on va dire, plus vitesse de croisière, que Shopify, ça a bien évolué par rapport à avant Mm. et ça continue d'évoluer. Donc, dans tous les cas, tu es censé rester à jour sur ça. Et ça te permet toi aussi de mettre à jour tes process. Par exemple, il y a des choses qu'il n'y avait pas. L'intégration GitHub, quand j'ai commencé sur Shopify, il n'y avait pas. Mm. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas forcément, les modèles de page, enfin. Thème 2.0 même, Ouais, section everywhere, c'est ça. Ouais. meta Ouais, field, il y meta avait pas object. ça. Il n'y avait pas du tout ça. Donc, à ce moment-là, bah, tu es obligé de rester à jour. Et puis, de toute façon, c'est le travail d'un dev. Donc, je fais mon taf. Time check, CLI. C'est ça, ouais, tout ça là. Il y a tellement de choses maintenant. Mm. Mais c'est tellement mieux. Et ça pousse au fait que bah, il y a des trucs qui sont là. Mais ça crée aussi, entre guillemets, le besoin de nouvelles choses. Et je me dis, ok, je me suis suffisamment mis de la pression, je me suis suffisamment bougé, pardon, pour que je puisse créer des choses par-dessus ces choses-là. Et on développe des outils en interne pour ça, comme par exemple tout ce qui est synchronisation de stores, etc. Comme tu as dit, les boutiques qui ont 8 stores dans le monde et tout, bah, c'est nous qui développons ces outils-là. Ils ne sont pas forcément toujours disponibles quand on les cherche. Et même si un outil te propose ça, il va pas forcément te le proposer comme tu en as envie ou comme tu en as besoin. Donc, Ouais, puis il y a des conditions. Aujourd'hui, tu vois, on va afficher une offre différente sur le marché des parce que ça matche plus avec la manière de consommer, même C'est sur ça. les prestataires de paiement, l'affichage des prix. Encore, ça, c'est géré sur la partie market. Mais tu vas avoir des variations d'un marché à l'autre. Tu vois, typiquement, quand tu as inclus des textes dans tes visuels d'images produits, si tu as une seule boutique sur plusieurs marchés, pour faire les variations entre les deux, les conditions sur URL ou trucs dans le genre. Tu as toujours des trucs à prévoir. Et c'est marrant parce que tout le monde utilise Shopify, mais personne n'a le même thème et personne n'a la même config ou les mêmes contraintes, que ce soit en SEO ou autre. Ce qui fait qu'au final, tu es plus ou moins jamais sur la même stack avec les mêmes variables. Et tu es obligé de t'adapter. Et si tu as une solution commune qui a pour but de se plugger naturellement au store Shopify, tu vas en faire sauter 9 sur 10. Quoi. c'est ça. Et il y a toujours un problème, ça va jamais s'intégrer parfaitement à ton truc. Par exemple, en fait, c'est le cas des applications, typiquement. La plupart des applications, ils viennent, ils te laissent un bout de merde dans ton code. Et tu te retrouves à. Quand toi, tu dois venir modifier quelque chose, tu te rends compte qu'en fait, tu as pété autre chose à cause de ce qu'une application a fait. Et tu te dis,
Ouais. Merde. Et toi, tu arrives à ouvrir ta console, voir les messages de logs et savoir où ça pète, à quel endroit, et avec la méthode de dire, bah tiens, voici les dernières lignes qui ont été ajoutées injectées du moins dans mon fichier principal, je vais les supprimer jusqu'à voir où ça bloque. Mais imagine, en temps normal, et combien de situations on a réglé, au moment où ça pète, et où je suis pas capable de lire ma console, les erreurs qui remontent dans mes logs, et de savoir où ça vient. C'est chaud. C'est chaud. Et c'est ce que je disais, mais tu vois, c'est aussi. Alors, c'est une plus-value, mais c'est aussi un problème chez nous. C'est que le fait qu'il n'y ait aucun setup qui soit similaire, on peut créer des solutions qui s'adaptent plus ou moins, qui sont assez générales ou plus ou moins faciles à intégrer d'un thème à un autre. Mais vu qu'il y a des variations de stack et de tech, ça reste chez nous quand même plus ou moins un problème dans notre scalabilité en termes d'agence, parce que ça requiert tout le temps un coup d'œil et une adaptation de la part de l'humain dans lequel c'est super difficile de systémiser ces points-là. Même si on conserve des composants ou des trucs dans le genre, la manière dont tu l'intègres aura rien à voir. Ouais, ça sera toujours un peu différent. Et puis de toute façon, Copilot, il n'est pas encore capable de le faire à notre place. Donc, bah ouais, forcément, tu as besoin de le faire à la main. Copilot, c'est le premier outil, avant de passer à la suite, de OpenAI. C'est le meilleur outil, GitHub. De GitHub. Ok. Ouais, non, je croyais que c'était avant ChatGPT et tout, et que c'était créé par la même boîte. Mais, non, GitHub, je crois que ça utilise ChatGPT justement pour t'aider dans ton code. Ouais, c'est un outil. Tu es en train d'écrire ton code et il comprend ce que tu es en train de faire. C'est vraiment un Copilot, il porte hyper bien son nom. Genre. Copilot. Tu lui donnes des instructions, il est fait. Tu vérifies que tout est correct, tu t'adaptes aux besoins et t'enchaînes. On parlera à la fin de la manière dont tu vois l'évolution de Shopify, de ton propre job. Okay. Mais avant, j'aimerais qu'on soit dans la démarche dans laquelle cette chaîne a été créée. C'est d'apporter de la valeur aux e-commerçants. Cette fois-ci, on a la chance en plus d'être orienté un petit peu plus sur la technique. On a la chance d'avoir Younes, du coup, qui a pris un sacré level en termes de technique. Moi, tu me mets à l'amende, mais largement sur les offres, sur les requêtes, la manière dont on va structurer, les builders. Enfin bref, il y a des features. Moi, des fois, je vois sortir des features, je te jure, je me dis, mais j'ai jamais vu ça. Et en plus, ça s'intègre, c'est clean, et add to cart, tu ajoutes 12 produits d'un coup avec des SKU qui varient dans tous les sens, avec des intégrations logistiques qui partent trop loin. Enfin bref, on a cet avantage du coup de maîtriser la technique aujourd'hui, en tout cas, par cœur à 200% et plus que même ce que j'étais capable de faire à l'époque. Et j'aimerais bien qu'on parle d'entretien, d'amélioration d'une boutique, parce que tu le vois, quand on fait rentrer un nouveau client, en réalité, il y a une boutique sur deux sur laquelle ça va être super compliqué de s'adapter à la technique, parce que c'est une boutique qui tourne depuis 2-3 ans, c'est devenu une usine à gaz puisqu'il y a 25 applications qui tournent dessus, le add to cart il marche une fois sur deux, l'autre il redirige direct au checkout, celle d'avant il t'ouvre un panier drawer, et puis entre les deux il t'ouvre une cart page, personne ne sait pourquoi. Et ouais, j'aimerais qu'on parle de ça. Comment aujourd'hui on maintient, je vais te guider un petit peu, mais comment aujourd'hui on maintient une boutique Shopify, un thème Shopify propre, sans construire au fur et à mesure et à long terme une usine à gaz, parce que naturellement, dans le cycle de vie du e-commerçant, sa boutique, son score de vitesse et tout ce qui va ensemble, il s'écroule. Tous les mois, genre si tu regardes, si tu checkes à long terme, à cause de ces apps, et parce que quand on en désinstalle une par exemple, elle va pas forcément retirer le code qu'elle a injecté, etc. C'est ça, la plupart du temps, elle ne retire pas. Pour toi, je te l'ai scellé. Ouais, bah du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au moment où toi tu fais un audit de UX, d'expérience utilisateur, de ce qui se passe de bien, ce qui se passe de moins bien, etc. Nous derrière, quand tu as fait ton audit et qu'on a des quick wins pour faire simple, c'est tout ce qui va pas, bah nous on va le régler ou diminuer la merde, quoi. Nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on fait un audit technique et on se dit, ok, sur une échelle de 1 à 10, combien je vais attribuer entre guillemets au confort de développement sur ce thème. Plus la note elle est basse et plus on va rediriger Thomas et le client vers une refonte. Tu penses que à toi ou tu penses aussi au client et à sa gestion quotidienne? Ah non, au client aussi. Ouais. Si par exemple tu arrives avec un client, par exemple sur un thème Shopify vieux,
tu sais, avant le 2.0, va créer des modèles de page, va créer toutes les fonctionnalités que même lui pourrait faire plus simplement sans utiliser un builder ou je ne sais quoi, Ouais, bah, va falloir gratuitement migrer en son plus. thème sur un online store 2.0, ce qui est faisable. Tu passes tes modèles de page de Liquid à JSON, tu vas retrouver tes sélecteurs de sections partout, et la possibilité de créer des modèles de page. Par contre, tu vas travailler sur une ancienne structure dans laquelle tes fichiers CSS ou JavaScript sont pas forcément segmentés, t'es obligé de traîner la carcasse à chaque fois avec des méthodes de dev qui sont plus aussi les mêmes. Qui sont plus à jour. Ouais. Mm. Et qui, au-delà du dev, ça dérange même le client parce qu'en fait, il peut se passer de. Genre, quand tu regardes le thème down de Shopify, c'est le thème général qui est gratuit. Mm. Il y a tellement de choses qui font sauter tellement d'apps et qui sont bien intégrées, et qui sont propres, et sur lesquelles tu te dis j'ai bien envie de développer dessus. Genre, c'est confort, quoi. Donc, donc à ce moment-là, on redirige le client vers une refonte, bah, c'est nous qui nous occupons dans la boîte de taper la refonte pour lui. On va pas lui faire refaire la refonte sur un nouveau thème. Ouais. Ensuite, Parenthèse. On est une boîte qui fait de l'optimisation de site e-commerce. ouais. C'est-à-dire que si notre but, c'est de changer une seule variable à la fois sur le site et d'être capable de dire si oui ou non ça apporte du résultat. Mhm. Et donc d'en apprendre aussi un petit peu plus sur le trafic et ce à quoi il réagit. Ouais. Et donc d'avoir beaucoup plus de méthodes et un suivi complet sur tous les tests et les implémentations que tu fais. C'est ça. Younes, il parle de refonte. On parle d'améliorer la structure et les choses sur lesquelles on va ajouter des composants, les modifier ou les supprimer. Donc le but, quand on fait ça, c'est de supprimer une des variables qui nous dérange et sur laquelle on va s'appuyer. Soit la possibilité pour le client d'avoir la main sur son contenu, parce qu'on arrive des fois sur des thèmes qui ont 0 section. Aussi. 0 modèle de page, sur lesquels c'est impossible, limite, de créer des nouveaux trucs. C'est une partie fixe que personne ne peut toucher dans la boîte. On arrive des fois sur des thèmes qui ont des gros problèmes de vitesse, qui ont des bugs, ou sur lesquels leur offre ou plein de choses reposent sur des apps obsolètes qui sont même plus mises à jour et tout, etc. Et en fait, le but, c'est juste de supprimer une de ces variables. Ouais, en fait, De le but, retirer c'est- la partie temps de chargement, de partir d'une base saine. Et donc les refontes qu'on fait pour aller au bout du truc, c'est des refontes au pixel près. On refait le même funnel. C'est ça. On essaye de l'intégrer dans la mensualité, sans coût supplémentaire, parce que ça améliore la vie de tout le monde. C'est ça. Et ça nous permet de travailler sur une base qui est saine, sans modifier de variables sur le funnel, et en étant sûr de ne pas atteindre positivement ou négativement, sans être capable de l'expliquer, les perfs. C'est ça, ouais, exactement. Le but, ouais, c'est juste de reproduire à l'identique le thème, d'enlever les bugs. Et si jamais il y a des choses qui viennent en plus qui sont évidentes à enlever ou à ajouter, eh ben on les ajoute sans déranger l'expérience utilisateur actuelle. Ok, on parlera de technique, comment on limite les bugs, nous, comment on fait une mise à jour, mais aujourd'hui, mets-toi aussi à la place du commerçant. Ouais. Bien souvent, alors, les meilleurs, entre guillemets, vont dupliquer leur thème, faire les modifications sur un thème brouillon, publier le thème brouillon une fois que c'est prêt et tout fonctionne. Quand c'est des petites modifications, allez, tu vas aller sur la boutique qui est live, tu changes ton texte, ton truc dans le genre, tu actualises et comme ça c'est déployé sur tout le trafic. Ouais. Parfois, tu vas te permettre d'avoir un modèle de page ou une page produit qui n'est pas trop structurée parce que il n'y a pas trop de trafic, en tout cas de paid, qui arrive dessus, etc. Si on reste dans cet univers, je suis un gestionnaire de boutique commerce, j'ai pas forcément de skills techniques. Ouais. Dans les bonnes pratiques, on parlait d'applications. C'est quoi les bonnes pratiques en termes d'app? Les minimiser. Il y en a certaines dont tu ne peux pas te passer. Ouais. Mais par exemple, traduction de langue, etc., c'est des choses qui sont natives maintenant sur Shopify. Mm. Donc, tu n'as peut-être pas forcément besoin de. Mais via app quand même. Tu es obligé d'installer Translate and Adapt, Geoloc. C'est sûr. Ouais. Bah, en fait, Markets, c'est natif. Mais Markets travaille avec Translate and Adapt, etc. Tu as même Search and Discovery, ton app de filtre, et tout, etc. Ça reste des apps développées par Shopify, par contre. C'est ça, mais qui sont développés pour une base saine, justement, qui viennent pas péter quelque chose dans ton thème. Ouais. Donc, ouais. Et tu parlais de limiter les applications. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des applications qui sont indispensables. Et pour aller plus loin, les applications qui sont indispensables, c'est tes applis de mail, tes applis de... gestion de stock. de gestion de stock. etc. Il y a pas mal de trucs de tracking simplifié, etc. Sans parler de server-side, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais principalement, celles qu'il faut éviter, c'est les apps qui injectent un composant visuel sur ton thème et sur ta boutique. Barre d'annonce, sidecart.
pire, tout ce qui va toucher à l'offre et à la logique d'ajout au panier, Les bundles, etc. c'est quasiment les pires. Pourquoi ? Parce que une fois sur deux, elles vont s'intégrer proprement avec ton sidecar natif ou les fonctionnalités qui sont déjà présentes sur le thème parce qu'elles se doivent d'être généralistes. C'est comme ce qu'on disait au début, tu vois. Toutes les stacks sont plus ou moins différentes, mais les apps, elle est codée de la même manière, elles s'intègrent de la même manière. Bien souvent, tu as même des apps qui te disent d'aller chercher l'identificateur de ton carte pour qu'elle arrive à bien l'ouvrir, etc. Donc les pires, c'est ces apps-là, parce que quand il y en a une, ça va, mais quand t'en as deux qui va multiplier les SKU, permettre de cumuler les coupons de réduction, aller directement au checkout et tout dans le genre, en fait, ces deux apps ne sont pas faites pour communiquer et cohabiter ensemble. Et c'est déjà bien qu'elles cohabitent avec ton thème. Et donc c'est là où tu as la plus grande chance d'avoir des problèmes de compatibilité. Ça, c'est le premier type de problème que tu vas avoir via app. Le deuxième type de problème que tu peux avoir via app, c'est les problèmes de vitesse. Parce que ton app qui ajoute une barre d'annonce dynamique sur ton thème, elle risque pas de foutre trop le bordel avec ton sidecar, ta logique d'ajout au panier, tes cross-sell ou les trucs dans le genre. Par contre, c'est quand même, il faut le prendre en compte, une ressource externe qui est chargée par chaque utilisateur qui arrive sur ton site. C'est un site web externe, tu vois, chaque app a un serveur. Chaque app a son back-end et sa propre logique, sa base de données, etc. Et peut-être pas pour une barre d'annonce, quoique il faut quand même stocker le contenu et tout ce que tu as paramétré quelque part dans ton app. Et tout ça, c'est chargé par l'utilisateur final, en plus de ton thème. Mais aussi, les applications, le plus souvent, elles sont développées pour être génériques. Donc, dans tous les cas, elles ne s'adaptent pas à ton thème. Donc, soit elles laissent des résidus. Imaginons que tu as installé une application de carte. Tu te dis, OK, j'aime plus, il y en a une nouvelle qui est plus stylée, tu la désinstalles, tu installes l'autre. Le résidu de code qui était derrière, qui sert à la même chose, il va peut-être péter le suivant et il va pas s'enlever quand tu vas désinstaller. Donc déjà, c'est une salissure. Ça baisse les performances comme tu l'as dit. Et le plus souvent, même quand tu fais désactiver l'app via l'éditeur de Shopify que tu peux faire maintenant, ça le fait pas forcément. Ou alors ça te laisse des résidus en fait. Ouais. Nous on est arrivé sur des trucs, il y avait 20 apps sur le site, il y en avait 80 qui étaient chargés à l'intérieur du thème. Atroce. Maintenant, si on tire quand même un enseignement de cette histoire, parce que ça peut pas être blanc ou noir. Je peux pas me dire je m'empêche de développer des apps et moi je suis dans une phase où j'essaye de développer mon business, j'ai envie d'intégrer des composants ou au moins de les tester, sans parler d'A/B testing, tu vois, j'ai envie d'aller vite. Je suis en train de travailler mes fondations, j'ai mes premières qui tournent, je suis en train d'adapter par rapport à mon trafic et apprendre à le découvrir. C'est quoi le juste milieu ? C'est quand le moment où en fait tu peux pas tout faire développer sauf si tu as une ressource interne et même si tu es dev, ton job c'est de faire du e-com et tu vas jongler du mauvais côté, tu vas défocus complètement si tu commences à créer tes propres apps toi-même. J'ai une petite idée en tête, mais qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi un peu le juste milieu où tu te dis tiens, ces composants fonctionnent, ça vaut le coup de les faire développer et conserver une structure clean parce que je sais qu'ils apportent du résultat et de la valeur à ma boîte. Zéro app qui injecte le truc sur le terme et je me contente toujours de mes fonctionnalités gratuites ou de ce que j'ai de natif à l'intérieur de mon thème. Je pense que le juste milieu, c'est de prendre un dev. Parce que dans tous les cas, même si tu prends une app, le plus souvent, les apps, elles sont en paiement mensuel. Donc, soit tu continues à les payer lifetime. Et en plus de ça, elles sont pas forcément très propres. Ou alors, tu décides de prendre un dev qui va te faire ça proprement. Certes, ça va te coûter cher une fois, mais tu vas pas la payer deux fois. Il va l'assembler proprement. En tout cas, il a intérêt, tout bon dev va faire ça, à le développer proprement et pas bousiller les performances de ta boutique. Et ça te coûtera en vrai moins cher à long terme. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi ? Mais je suis pas d'accord parce que ta réponse, encore une fois, elle a du sens, mais elle a du sens quand je sais quel composant je veux développer, de quelle manière je veux l'intégrer sur le thème. Okay. Je suis pas en train de tester et de faire des petites itérations. Et surtout, elle a du sens quand je suis déjà une marque omnicanal, j'ai déjà une grosse stabilité et validé mes fondations, comme les clients avec lesquels on bosse et sur lesquels c'est évident qu'on va développer sur la boutique et pas accumuler les applications, ne serait-ce que pour tester proprement le composant et avoir la main dessus et sur son design, etc. Par contre, pour la personne qui se lance, qui sont ciblés aussi par le thème Shopify qu'on a, je pense que les features qui en sortent doivent passer quand même par une installation, un petit test d'app. Mais pour ça, bonne pratique, ton thème live qui est propre et sur lequel il y a toute ta structure,
À chaque fois que tu vas tester ou installer une application parce que tu en testes 10 Tu vas le avant de dupliquer. trouver celle qui te convient, malheureusement, il y en a 9 qui vont laisser un résidu de code à l'intérieur et ça, t'en sais rien. Tu vas t'en rendre compte peut-être 6 mois plus tard quand, quand tu auras des vrais problèmes de compatibilité, de vitesse et tout ce qui est autour. Eh bien oui, tu testes tes apps sur une version dupliquée thème qui est facilement identifiable, qui s'appelle testing app, etc. Et puis dès que l'app te convient, tu republies la version classique, tu installes l'app que tu as envie de garder et que tu vas tester entre guillemets, jusqu'à te dire j'ai stabilisé encore plus mon trafic, j'ai augmenté mes perfs à mon échelle, ça vaut le coup de figer plus ou moins ou d'intégrer ces composants de manière native à mon thème en repartant d'une base plus saine peut-être et en retirant proprement ces apps. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode? Je pense que c'est plus graduel plutôt que de dire paye un dev direct parce qu'un dev spécialisé sur Shopify qui va intégrer très proprement tes composants, sachant que toi aussi tu n'es même pas sûr que tu vas conserver ce composant à long terme sur ta boutique, surtout au début. Ça vaut le coup de C'est la tester. Hum Ça vaut le coup de la tester, non? Ouais, ça vaut le coup de la tester. Mais encore une fois, qui peut faire des A/B tests aujourd'hui sur une boutique Shopify? Si tu veux atteindre une signification statistique, etc. Ton thème gratuit, il le permet, non? Ouais, il le permet, mais il faut du trafic. Tu vois, on peut pas trop se voiler Oui, la face non sans plus. Tu vois, trafic, c'est tu peux difficile pas. de valider un test et de dire qu'il apporte X% de conversion en plus si j'ai enregistré même pas 20 transactions de chaque côté. Donc, encore une fois, c'était plus dans la logique de dire je commence à scaler ma première source de trafic et celle sur laquelle j'ai misé, en tout cas, le lancement de ma marque. J'ai envie d'aller vite. Je teste ces apps, j'ancre un petit peu ma structure de fiches produits par rapport à ma typologie de produits et la cible que j'adresse. Et pour aller au step supérieur, je l'ancre de manière native sur mon thème. C'était la partie application. Parlons de tracking. Le tracking sur l'entretien et la mise à jour de ta boutique, c'est un gros sujet parce qu'au début, tu commences juste par l'intégration native de ton Facebook Ads pour tout le monde. Ensuite, tu vas commencer à relier ton tag manager, ton analytics. Ensuite, il y a Criteo qui arrive. Ensuite, tu as tes scripts d'affiliation que tu vas mettre n'importe où, ton pixel snap. Ensuite, tu entends un podcast dans lequel les bonnes pratiques, c'est de faire chauffer ton pixel. Et donc, toutes les plateformes, même celles que tu n'utilises pas, on va te dire de mettre les trackings à l'intérieur, donc ton Pinterest, etc., etc. Ce qui fait que tu te retrouves avec un fichier theme.liquid. Il y a des trucs avant les balises méta ou les fondations de ton site. Il y a 3 Google Tag Manager dessus, personne ne sait pourquoi. Parce qu'en fait, tu as découvert la solution quand tu as dit, encore une fois, tu as réécouté une conf ou un podcast, tu as dit d'intégrer absolument Google Tag Manager, tu sais pas comment ça fonctionne, tu n'arrives pas à le paramétrer, tu as 3 intégrations différentes dessus. Comment on maintient une structure propre là-dessus? Ouais, ça devient vite le bordel. Bah, tu as des solutions, comme tu as dit tout à l'heure, pour le server-side tracking, comme Ouais. Elevar ou Billy. Qui te permettent du coup... Ce qui est intéressant avec ces solutions, c'est que certes, tu as une meilleure attribution, mais en plus de ça, en tout cas, c'est ce que fait Elevar, et je pense que Billy bosse aussi pas mal sur le sujet, c'est qu'elles te permettent de charger tous tes scripts au même endroit. C'est ça. Et en plus, de mieux attribuer la donnée qui remonte dessus. Donc ça, c'est une solution, ouais. Et tu as moins de fuites de données. Et tu as moins de fuite de données, ouais, ben, c'est lié du coup au sujet d'attribution. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour revenir à quasi 95% d'attribution, que ce soit sur Analytics. D'ailleurs, on a des Analytics, par défaut Analytics, tu vois, as au moins 30% de pertes. Ouais. Nous, quand on fait nos analyses de données, solution server-side, tu remontes à quasi pareil. Parce qu'en fait, elle prend les données serveurs de Shopify et elle va aller combler les données manquantes qu'on a sur l'Analytics et elle fait pareil sur ton Business Manager ou sur tes solutions, tes autres régies publicitaires. Ce qui est intéressant avec ces données-là, même quand tu commences, parce que c'est des solutions qui sont chères, parce qu'elles traitent beaucoup de données, comme les solutions qui te permettent de faire des A/B tests hors Optimize, c'est que ça te permet de mieux piloter tes campagnes, même avec des petits budgets. Techniquement, si tu fais 10 transactions par jour et que tu n'en remontes que 6 à Facebook, en remontant 10 sur 10 tous les jours, tu pilotes 40% fois mieux tes campagnes, ou du moins tu donnes beaucoup plus d'informations à Facebook pour qu'ils puissent analyser tout ça. Mais c'était plus dans l'intégration. C'est vrai qu'en fait, j'ai pas forcément de réponse, peut-être que tu en avais une, mais sur la bonne structure à avoir, hors solutions server-side qui ont un coût. Il y a des data layers, et après dans la structure aussi que tu as à l'intérieur de ton thème, juste.
Bah, dans la structure que tu as à l'intérieur de ton thème, de préférence, bon, si tu sais pas forcément utiliser la technique, Shopify, c'est section, snippet, essentiellement si tu veux créer des composants. Mm. Donc, tu te crées un snippet dans lequel tu mets toutes tes dépendances, on va dire, style Analytics, Tag Manager, Facebook, etc. Tu les fous toutes dans un même fichier, selon bon, je vais pas te parler d'ordre, etc. On va pas rentrer dans les détails. Et, euh, et dans le thème.liquid, tu les rentres qu'à un seul endroit, de sorte à ce que ça bousille pas forcément le contenu. Parce que oui, si t'es technique, tu vas savoir qu'est-ce qui est censé charger avant, etc. Qu'est-ce qui prend plus ou moins de temps à charger. Mais si t'es pas technique, rentre pas dans les détails, isole tout d'un côté et dis-toi que si jamais t'arrives au moment où tu peux te prendre un dev ou une agence ou n'importe quoi, Cleaner ça. eux ils savent où aller chercher ça et nettoyer tout ça. Et je pense que ça vaut le coup, même au début, de payer quelqu'un pour intégrer ton tracking proprement. Parce que la valeur que ça apporte à ta boîte, d'avoir un bon tracking. On arrive sur des boîtes qui tournent depuis 2 ans, nous, des fois, et Analytics ne tourne pas. Il y a 0 données qui remontent dessus. Sauf que toi, tu arrives et tu as envie de piloter et de voir aussi justement ce que tu ne peux pas voir à l'œil nu en te baladant directement sur ton site et en checkant toutes les pages, les vues, les trucs dans le genre. Eh bien, tu arrives sur Analytics qui remonte aucun taux de rebond, aucune transaction, bref, rien, page d'atterrissage, landing, manière de diviser aussi ton taux de conversion par source de trafic et trucs dans le genre pour mieux comprendre son niveau d'éducation, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins bien, sur quoi se concentrer, etc. Et ben en fait, t'as rien. Donc step 1, sans parler du fait d'avoir 0 données, parce que ça c'est l'extrême opposé, payer quelqu'un pour intégrer proprement ton tracking, c'est avoir un tracking propre qui te permettra de piloter à long terme aussi ta boîte beaucoup mieux, mais c'est aussi éviter ces problèmes de vitesse, voire même de combat entre tes trackings, parce que si tu as 2 tag verification sur ton site, si tu as 2 tag managers, si tu as 2 intégrations Google Ads, parce que tu t'es fait bloquer ton compte, tu as mis le deuxième entre temps, bah en fait, tout ça, à un moment, ça va venir contredire le truc. Et encore une fois, je passais sur la boutique de Juju, ma copine du coup. Elle avait pas de balise ferment script sur son intégration Tag Manager, sur son Pixel Sale. Okay. Et ça faisait, je sais pas, 6 mois que ça tournait, dans lequel les transactions étaient faussées, parce qu'en fait ça remontait une partie des transactions, mais il y avait un bug, il y avait des problèmes de cohérence sur les montants qui remontaient, des trucs dans le genre, à cause d'une balise mal fermée, tu vois. Parce qu'en fait, on te propose de copier un code, sauf que toi, tu vas passer avec ta souris, tu vas oublier le chevron fermant, tu vas l'intégrer, ça va faire sauter toute ta structure de thème, tu ne sauras jamais d'où ça vient. Alerte, je publie une story Instagram, cherche dev Shopify pour régler problème très urgent parce que je dépense 1000 balles de budget par jour sur mon site. Et du coup, c'est compliqué. Ou alors, tu regardes la nouvelle vidéo de Thomas Giraud, comment intégrer ses analytics sur Shopify. J'ai pas fait ça. Mais je ferai avec Max. Pour bientôt. On essaie d'adresser beaucoup de sujets, mais du coup, je sais pas si t'as vu le planning de contenu. Je sais pas, il y a trop de choses. J'ai 2 ans de contenu à faire. Donc je suis désolé, je vais à la vitesse que je peux. Écrivez par message ce dont vous avez besoin, on fera de notre mieux. Pour la vitesse, est-ce que sur l'entretien, bonne pratique d'entretien et d'amélioration de son thème Shopify, est-ce que le seul facteur de lenteur ou de ralentissement à long terme de ta boutique, c'est ces apps? Pas forcément, non. Même si tu prends un dev, c'est pas forcément... Peut-être que les devs que tu as pris, ils vont intégrer ça, mais de manière entre guillemets générique. Ils vont pas s'adapter au comportement du thème. Et donc, ça va pas forcément être le plus optimal possible. Et dans tous les cas, pour vérifier, on va dire, pour vérifier tout ça, tu as des solutions maintenant, par exemple Google Lighthouse. Mais maintenant, tu as même une intégration de Shopify du Lighthouse. Bon, ça, c'est plus... Elle est technique. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Elle est plus technique pour... Tu cliques sur le cercle au-dessus de ton thème, je crois pas qu'il te donne des insights sur ce que tu as amélioré ou ce qui te pompe le plus de ressources. J'ai pas testé. Ouais. Mais dans tous les cas, oui, c'est une commande. C'est un peu plus technique. C'est quand tu intègres sur GitHub, tu mets un workflow, etc. Enfin bref, c'est un peu plus technique. Donc on va pas. Mais tu peux quand même aller sur un GTmetrix ou un Lighthouse et savoir ce qui va pas. Et pas de dire urgence, les mecs, j'ai 50 ou 40 ou 30 ou 20 de score sur mobile, faites un truc. Ouais. Et puis, c'est comme ton taux de conversion. Urgence, les mecs, aujourd'hui je convertissais à 0,2%.
Ok. Bah, Facebook t'a envoyé, dans la plupart des cas, Facebook ou ta régie publicitaire principale t'a envoyé du trafic de merde pendant une journée, ça va se réadapter, ça se calibre de temps en temps. Des fois, la plateforme et l'algo part un peu en couille. Des fois, c'est vraiment un problème et un bug sur le site et on fait en sorte de le checker et de limiter ça au maximum. Ouais. Mais dans la plupart des cas, on ne juge pas son taux de conversion, voire. Alors, son taux de conversion, en tout cas, c'est sûr et certain au day-to-day, mais sur sa partie vitesse, c'est difficile de trouver des insights ou des choses à améliorer seulement parce que tu as un score qui est pas bon, surtout que Lighthouse est très vénère avec les scores sur mobile, même sur les thèmes headless. Donc sur la vitesse, les apps ne sont pas les seuls facteurs de ralentissement. Les médias en sont un. Vidéo, images, on conseille de les compresser, même si elles sont lazy loadées entre guillemets sur votre site et que le ratio à laquelle l'image est affichée et pas la taille de l'image que j'ai uploadée sur Shopify quand même. Ça vaut le coup de le compresser avant parce qu'on va toujours faire appel à cette ressource et s'il a été compressé de base, la ressource à laquelle on fera appel sera plus légère. Et c'est d'autant plus important, tu vois, on a des sites qui ont peut-être 10 variantes de couleurs sur la même fiche produit, dans lesquelles on a créé un système où on avait 6 photos par variante de couleur, ce qui fait qu'on charge 6 fois 10 médias, ne serait-ce que dans le carrousel d'images produits. Suffit qu'il y ait une petite vidéo qu'on veut mettre en plus pour montrer le produit en utilisation, qu'on intègre au même endroit sur la partie haute de la fiche produit. On va quand même avoir de plus en plus de médias à ajouter. Suffit que, et on parlera aussi de ressources et la manière dont elles sont segmentées juste après, et si on parle que de médias, tu as toujours des choses qui sont chargées aussi et qui sont propres au thème au global. Donc, on les load, ça c'est sur la partie technique et techniquement tous les thèmes l'intègrent par défaut. À toi, quand tu dev aussi, de garder cette méthode en cours pour pas continuer et contribuer à construire une usine. On les compresse, moi j'utilise Scoosh. C'est une petite solution en ligne, t'arrives, tu jettes ton média dessus, il te le divise par 2 sans toucher à la qualité, ça c'est intéressant. Sur les vidéos aussi, tu peux les compresser. Tu tapes compresse MP4 vidéo, tu vas trouver un truc qui te divise par 2 la taille sans altérer aussi la qualité. Le GIF est plus lourd que le MP4. Donc généralement on va mettre des MP4 sur les médias ou sur les visuels et les MP4 tu peux les auto-loop et les lancer en mute. Donc avoir le même principe qu'un GIF, sans granularité sur le média et en conservant de la qualité et quelque chose de rapide, ce qui marche bien aussi sur les visuels de produits. Et outre la partie app, média, on a donc la partie peut-être structure du coup, de thème, par défaut sur laquelle on va se baser. C'est-à-dire ? Je pense à le fichier style CSS dans lequel il y a 11 000 lignes, et que tu traînes sur toutes tes fiches produits, tu vois. Sur toutes tes pages. Ouais, ça c'est complètement relou ça. Donc aujourd'hui solution par rapport à ça, qu'est-ce que font les nouveaux thèmes Shopify et pourquoi on parlait de Down par exemple et de la manière dont ça a été construit. C'est quoi ? Ce serait intéressant d'avoir ton avis. Alors par rapport aussi à la segmentation, mais aussi sur les autres. Qu'est-ce que Down a de différent des autres thèmes et pourquoi c'est aujourd'hui un des thèmes qui est encore plus performant que même une structure headless. Parce que Down par défaut, déjà une structure headless, c'est complètement que du JavaScript. Donc par exemple, sur ordinateur, ça va charger en 2 secondes. Mais sur mobile, tu vas devoir charger un gros bundle de JavaScript. Et ça va prendre du temps, du moins plus que sur ordinateur. Donc headless, pas foufou. Mais pas foufou, il y a ça. Moi, je ne me remets pas en cause les performances, même si tu dois quand même traîner des médias et des choses qui seront propres à n'importe quelle structure. Après le premier chargement, par contre, chaque chargement devient immédiat. Après, ça c'est intéressant. Pas de rechargement de page, tu disais, entre les clics, si. Tu peux faire en sorte que ce soit le cas, en tout cas. Le problème, c'est sur la gestion quotidienne. C'est ça. Parce que tu es obligé d'avoir limite une ressource. En fait, tu es obligé d'avoir des devs. Il n'y a pas encore d'éditeurs. Si, c'est ce que fait les collègues de Next Store. Je fais une petite passe D. Mais ouais, ils ont un éditeur. Je sais que dans tous les cas, tu es obligé d'avoir un nombre de fonctionnalités qui est restreinte. Et je pense, je ne suis pas allé derrière la plateforme, que ça marche avec un système de création d'app où les personnes qui travaillent sur la plateforme, que ce soit les ressources internes à Nextdoor ou même la communauté,
balance des updates où nous, notre librairie de composants, limite, on l'a redéfinie en React et on donne la possibilité aux gens. Mais sinon, tu dois créer ton module, tu dois dev ton module. Si tu veux des web stories, si tu veux un carrousel d'images qui fonctionne de cette manière, etc., tu vas toujours être obligé de développer ton module React. Donc, c'est pas viable. Pas tout de suite. Mais... Par contre, du coup, la décomposition d'un thème et surtout le thème down. Déjà, ce qui est bien avec le thème down, c'est que déjà, c'est des gens de Shopify qui le développent. Mais par exemple, moi aussi, je peux aussi développer dessus, vu que c'est public et c'est en ligne sur GitHub. Ils montrent aussi des bonnes pratiques. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je me dis que les thèmes qui sont toujours à jour, pour la plupart, certains, dont par exemple le thème full stack, prend exemple sur la hiérarchie qu'utilise down. Et donc, par exemple, si je viens switcher d'un thème down à un thème full stack, je vais être plus ou moins familier à ce comportement. Et ce qu'ils font, c'est que c'est très décomposé. Et c'est-à-dire que, par exemple, l'inconvénient avec un ancien thème où tu avais toute la logique dans un fichier thème CSS, c'est qu'on va dire peut-être, je sais pas... Ou JS. Ouais. Donc le style d'un côté et toute la partie script et la logique qui se cache derrière le thème, avant était dans un seul et unique fichier. J'ai besoin de me trimballer de partout d'une page à l'autre. Toutes les pages, alors que j'utilise pas forcément besoin un faible pourcentage des fonctions qui sont présentes dans ce fichier sur la page sur laquelle je me trouve. En fait, si tu réfléchis par bloc, tu as une structure globale que tu vas traîner de partout, qui comporte ton header, ton footer et tout ce qui régit la structure de ta boutique. Ensuite, tu as une structure par section, c'est comme ça que Shopify fonctionne. Donc, même sur produit, la partie avec ton carrousel d'images, ton bouton d'ajout au panier, ton sélecteur de variantes, c'est une section. Et à l'intérieur, on a ce qu'on appelle des snippets. Et avant, ce qu'on avait, c'était un fichier de style global et un fichier qui contient toutes les ressources pour que le add to cart et la sélection de variantes fonctionnent, qui contient tout et qui est chargé à chaque endroit. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un fichier global qui régit la structure du design de la section, mais pas des composants qui sont à l'intérieur de cette section. Le titre, la variante, la manière dont fonctionne le carrousel d'images, etc. Tout ça, en termes de structure pure HTML, c'est contenu dans la section, mais par contre, tout ce qui va permettre d'ajouter et de mettre en forme ça et de le faire fonctionner, c'est stocké ailleurs. Et toute la logique, seulement quand ces composants sont présents sur la page. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à réduire de quasi 10 fois le nombre de ressources qui sont chargées sur une seule et unique page pour le même fonctionnement. C'est ce qui fait aussi qu'on est obligé souvent de refondre des sites au pixel près, parce que venir découper un fichier de style de 11 000 lignes pour afficher ou faire charger les lignes du design de tel composant à tel endroit, c'est impossible. Parlons de développement. Toi, à la différence du fondateur gestionnaire de boutique e-commerce, comment tu devs sur Shopify? Comment tu fais tes mises à jour? C'est quoi un peu tu rentres dans les process de la boîte, il n'y a pas de souci. Tu te parlais de GitHub. C'est quoi GitHub? Comment on l'intègre sur Shopify? Tout le monde a déjà dû le voir, parce que quand tu dois insérer un fichier zip de thème Shopify, aujourd'hui, tu as soit la possibilité d'importer, soit d'ajouter depuis GitHub. Comment ça fonctionne? Et à la différence de la personne qui va aller sur l'interface de personnalisation et modifier son truc, même si tu dois y passer de temps en temps pour changer 2-3 mentions de texte, tu fais pas tout par les fichiers JSON, j'espère. Comment tu fonctionnes? Comment je fonctionne? Ok, on va prendre un exemple. On va dire on a un client X qui veut ajouter une nouvelle fonctionnalité dans son panier. C'est par exemple une progress bar dans le panier. Okay. Donc il veut une progress bar dans le panier. Ok, je vais aller voir déjà il a quel thème. Mon premier réflexe, ça va être de voir si j'ai pas déjà ce composant-là dans la librairie. Si je l'ai pour son thème, c'est encore mieux, j'ai encore moins de taf à faire. Si je l'ai pas pour son thème, est-ce que le composant que j'ai existant, je peux le réadapter? Tu as moins de taf, certes, parce que la logique existe, mais tu peux te concentrer aussi et concentrer ton attention sur le fait de t'adapter à la DA du client et de la boutique sur laquelle tu bosses. C'est ça. Et de l'intégrer proprement sans avoir à recréer toute cette logique à chaque fois. C'est une manière pour nous, comme je te disais, certes on doit s'adapter partout, mais on a quand même au fur et à mesure assez de ressources pour nous faire gagner du temps sur le... la librairie elle commence à vraiment prendre de l'ampleur et on commence à... La plupart des clients qui ont des thèmes qu'ils ont achetés sur l'App Store ou le tien ou n'importe, c'est des thèmes, la plupart du temps, c'est des thèmes qu'on a déjà vus ou c'est des variantes de thèmes qu'on a déjà vus. Prestige, Impulse Motion. C'est ça, c'est tous la même boîte, le code c'est le même. Ouais. Donc quand tu as créé le composant une fois, tu vas juste le réadapter ailleurs pour le style ou pour la DA comme tu as dit.
Donc déjà, ça a un gros avantage. Donc tu peux te focus sur la demande du client plutôt que sur ses spécificités à lui, Ouais, ou plutôt que au sur la moins logique générale. quand tu as la logique, je te coupe, mais tu vois, tu parles de jauge panier. Mais aujourd'hui, après, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est du dev pur? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on va challenger? Mais en fait, ce qui est intéressant aussi et ce qui est puissant sur Shopify, c'est que tu as un troisième utilisateur. Tu as le code, tu as ce que tu crées, tu as la personne qui va voir ton composant, mais tu as la personne qui va l'éditer. C'est ça. Et qui va intervenir à l'intérieur de ce composant. Cette personne, c'est la numéro 3, celle qui passe par la personnalisation de Shopify. Et toi, cette personne, ton rôle, c'est de lui donner un max de clés pour qu'elle ne soit pas dépendante de toi à partir du moment où tu as publié ta jauge. Et ensuite, dans la jauge, et ça c'est ce qu'il faut définir, est-ce qu'on fait une jauge sur le montant de livraison et puis le cadeau que je vais offrir à 10 balles de plus? Est-ce que je fais une jauge qui challenge sur la quantité de produits qui sont achetés et donc peut-être moins sur la livraison, ou alors je mentionne une livraison gratuite, etc., etc. Tout ça, c'est aussi des trucs que tu dois adapter. Maintenant, dans la librairie, tu as la jauge sur la quantité, tu as la jauge sur le prix, tu as la jauge avec les cadeaux et les prochaines étapes qui sont éditables, etc. Faire matcher avec tes raies du coteau. Bref. C'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on a la strat qui arrive au début, qui est un peu les résultats post-audit ou les audits mensuels qu'on fait, de se dire quelle est l'hypothèse la plus impactante que je vais tester sur le site et qui va exploser les stats. On ne fait pas de test de couleur de bouton d'add to cart ou de quoi que ce soit, parce que c'est des tests à trop faible impact potentiel et on va monopoliser la boutique parce qu'on peut faire qu'un test à la fois pendant 2 semaines et on doit faire des tests qui sont game changer, qui apportent du résultat tout de suite. Donc on va faire des tests de prix, on va faire des tests d'offres, on va remettre en question des composants qui ont un impact qui est fort, autant sur la partie éducation que sur les fondations de la boîte. Et donc, avant de te le filer, ce test, une fois qu'on a trouvé soit une fuite de trafic ou un problème sur le site, soit quelque chose à améliorer par rapport à l'état actuel, on va le définir, on va définir ses conditions, on va le designer. Et donc là, c'est là où Léna intervient. Et toi, quand tu récupères une tâche, elle est définie et elle est validée visuellement auprès du client. Donc techniquement, quand tu l'as développée, il n'y a pas de retour. Ce qui nous a fait gagner pas mal de temps de dev aussi dernièrement, à une époque où il n'y avait pas Léna. Tu sais exactement comment ça s'intègre et quelles sont les conditions. C'est-à-dire que je sais que mon composant à 10 €, ma jauge, elle sera remplie de telle manière, mais qu'une fois qu'elle a atteint le seuil de livraison, je sais exactement quel texte afficher, les conditions que je vais avoir autour et évidemment ce qui me reste à paramétrer par la suite. Et donc, et après, tu as juste à jongler et techniquement, les besoins sont définis. Donc c'est vrai, tu dois t'adapter premièrement aux besoins du client, mais on a travaillé pour te simplifier la vie sur cette partie-là et que tu te concentres sur l'aspect technique. Peut-être que tu vas en parler avec Max, ça c'est un truc que vous faites nouveau entre vous, avant de s'attaquer au dev, de discuter de la meilleure manière de développer. Ouais, parce que souvent, après coup, qu'on a développé la fonctionnalité, que tout le monde est content que le test est lancé, soit que en fait, c'était une demande client. Après coup, le client est bien tapé dans la fonctionnalité. Changer le texte. C'est ça. Et à ce moment-là, tu es obligé de prendre tous les cas en compte et de tout tester. Et donc, c'est pour ça qu'en interne, on développe un truc de test, un outil de test pour les thèmes Shopify. Parce que si on ne rend pas éditable un composant, on va le payer dans 6 mois ou un an. À un moment, on voudra avoir la main dessus. Ça. Mais c'est là où ça va être, c'est important de définir avec le client. Tu peux pas lui dire définis-moi tous tes besoins point barre, parce qu'il a quand même des besoins futurs, etc. Mais d'essayer de voir le plus possible où est-ce qu'il peut emmener le composant. Genre, il va pas venir faire un ajout au panier avec une progress bar. Et après, alors, j'aime bien parler des étapes comme ça. Le design, tu réfléchis à la manière dont tu vas setup et implémenter le composant et le rendre éditable aussi pour le client final. Tu l'intègres. Est-ce que tu publies direct ? Non. Non, ce qui se passe après, déjà on se fait une review interne et une fois qu'elle est validée par toute l'équipe technique, Max, Lucas et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le lien du live, donc la version actuelle, on prend le lien de preview. Le lien de preview, en gros, c'est quand on développe la fonctionnalité, on la développe sur un thème dupliqué, sur lequel il y a la fonctionnalité, une branche GitHub, et on va venir montrer les deux résultats et voir avec le client s'il a bien validé, si le fonctionnement il est comme il imaginait, etc. Parce que il y a la maquette, mais la maquette elle bouge pas. Donc si lui il aime pas le comportement qu'elle a par exemple au moment où ça bouge, on adapte. Même si ça coûte cher d'adapter, qu'on essaye de limiter au maximum les retours. Une fois que c'est validé, donc toi tu balances la version de preview sur laquelle tu dev et la version actuelle, comme ça on a la A et B quoi, en gros. C'est ça.
On a dans deux les tests versions. qu'on lance. Une fois que c'est validé, on run le test. Et toi, tu t'occupes plus du composant après. Si. Sauf si le test passe. Mais en fait, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que le thème avec lequel il y a le composant, ce que je fais, c'est qu'au départ, je le développe pour qu'il soit fonctionnel. Une fois qu'il est fonctionnel, que le client l'a validé, si c'est un A/B test, ça part en A/B test et c'est ce thème-là de test qui est mis en live. Pourquoi ? Parce que on va pas s'amuser à tout le temps modifier la branche de production. Mm. On tâche de garder un thème propre, performant et avec toutes les bonnes pratiques le plus possible. Donc on va pas le mettre en live tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le test avec le thème dupliqué. Ouais. Une fois que le résultat du test est concluant ou non concluant, s'il n'est pas concluant, on est bien, on n'a pas sali le thème de production, donc il reste propre. Si le test est concluant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le composant, on va l'implémenter dans la branche de production, mais voir s'il n'y a pas déjà un comportement dans le thème de base qui fait déjà une partie du job. Okay. S'il y a déjà une partie du job qui est déjà faite, on va diminuer donc au moins les lignes de code, diminuer la complexité du composant peut-être, et ensuite seulement le mettre en live avec la version nettoyée. Ce qui augmente vraiment le cycle entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu publies le composant. C'est ça. Ou pas tant. On est assez efficace quand même. Genre, je trouve qu'on publie pas mal. On publie entre je sais pas, 4 et 8 nouveaux composants par store par mois. Donc ça allonge pas tant que ça les cycles. Ça allonge pas tant que ça les cycles parce que généralement Lucas, moi ou Max, on se partage certains clients. Donc on est plus habitué à travailler sur ce thème, sur cette architecture de thème. Donc on a déjà cette image du thème, comment il fonctionne, où ça se passe, etc. Donc on est plus à même de le faire. Et pour nous, ça prend moins de temps, certes. Mais quelqu'un d'autre qui vient sur le thème, il va pas tout de suite savoir où se passe quoi. Donc ça va être un peu plus long pour quelqu'un d'externe. GitHub, c'est une solution, on n'a pas trop fait le point dessus, c'est une solution qui te permet de gérer des versions, d'avoir plusieurs personnes qui travaillent en même temps, limite sur un même projet, sur des fonctionnalités différentes, sans marcher l'un sur l'autre. T'as vu t'as déjà eu ça quand t'édites un thème Shopify à deux de chaque côté, tu vas avoir une fenêtre qui s'affiche et qui va te dire désolé, il y a quelqu'un en gros qui essaye de faire des modifications en même temps, c'est soit j'enregistre les siennes, soit je garde les tiennes. C'est ça. Et à un moment, il va écraser quelque chose. Et le but avec GitHub, c'est que ça n'arrive pas, mais de le faire aussi à plus grosse échelle parce qu'on remet en question toute la technique et la structure du thème, jusqu'à être capable de publier des mises à jour sans dépublier ou republier un thème parce qu'on les injecte par en dessous, en gros. Ouais, voilà. On les injecte par en dessous, ouais. GitHub, franchement, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment ça fonctionne en dessous dans GitHub, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et ouais, ça permet tellement de choses. En plus, maintenant, il y a même des gestions de projet sur GitHub. Des gestions de projet, tu as ton time check. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer, limite, tu peux faire passer un time check dessus ou un lighthouse qui te dit à chaque fois est-ce que j'ai abîmé la version et du coup, j'ai mes solutions externes qui me disent si j'ai perdu en vitesse, si j'ai fait des mauvaises pratiques de développement avant d'envoyer mon composant. Et évidemment, pour limiter encore une fois les bugs qu'on peut avoir en production, etc. Parce que ça peut coûter cher. Hein. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'améliorer ton taux de conversion, c'est d'éviter d'insérer des problèmes sur ton thème à chaque fois que tu vas faire une mise à jour. Donc limite, tu gardes la même version, tu changes pas ton prix, tu changes pas ton offre, t'évites juste qu'il y ait un mec qui fasse des conneries à chaque fois qu'il met à jour, qui crée un produit, qui crée une nouvelle page, une nouvelle collection, une nouvelle logique, installe une application, etc. etc. C'est ça. Après, tu prends pas de risque. Mais ouais, mais au moins, t'es safe. Parce qu'il n'y a pas un store. Hein. Pas un store. Et je sais pas comment on nous dit de store. à l'année, il n'y a pas un store sur lequel je vois pas des dingueries. Des dingueries plus grosses qu'une autre, mais on a tout le temps un problème quelque part, voire une dizaine, voire une bonne cinquantaine qu'on va remonter, qui sont des problèmes du X, des choses sur lesquelles on perd du trafic sur les vues les plus importantes et qui reçoivent, donc les pages à plus forte valeur qui reçoivent le plus de trafic. Et donc c'est super important de monitorer ça. On met en place des nouveaux process là avec Lena pour faire des time checks, tous les commandes de test, genre tous les mois en plus. Ça, pour le time check, c'est un outil Shopify qui te permet de voir toutes les bonnes pratiques ou pas. C'est utilisé dans l'audit technique pour voir la propreté, pour mesurer la propreté du thème, s'il respecte les conventions que met en place Shopify ou non. Ok. C'est quoi la diff entre du dev classique, je modifie un composant sur le thème, et du développement d'A/B test? C'est différent. Dans le sens où quand tu fais un développement classique, tu t'adaptes directement au comportement de la branche de production.
Donc, une fois que c'est validé, tu envoies directement en production. Tandis Tu mets que, en ligne, direct. c'est ça, une fois que T'écrases. le client a validé, tu mets par-dessus ta Mm. couche. Alors que pour le développement d'un A/B test, ça va être différent parce que bah, déjà, ça va être un test entre guillemets humain, pas un test technique. La machine, elle va avoir les deux morceaux de code. Donc, toi, ça va être à toi d'adapter par rapport à l'humain. Et ce qui se passe, c'est que du coup, pour un A/B test, quand il est prêt, que tout le monde a validé, etc., on met en ligne le thème de l'A/B test, pas la branche de production. La branche de production, on la dépublie et on met en ligne le thème de test. À ce moment-là, c'est là qu'on va tirer conclusion de est-ce que notre hypothèse était impactante ou non. Et c'est là ensuite qu'on va avoir la troisième étape d'implémentation, si le test est concluant, de, de notre fonctionnalité sur la branche de production de la manière la plus propre possible. Ce qui permet de revenir en arrière et de ne jamais abîmer ou de publier quelque chose qui n'a pas été soumis à un test et sur lequel on n'est pas sûr. C'est ça. Ce qui est le but des choses qu'on implémente. Tu vois, on a tous envie de faire des changements sur notre site parce qu'on reçoit des demandes au support, parce qu'on a la conviction forte que c'est quelque chose qui va marcher, parce qu'un concurrent a fait la même chose. Parce que j'en ai entendu parler, je sais pas où, etc. Rien n'empêche qu'à la fin, ce qui te donne la réponse si oui ou non ça fonctionne ou pas, parce que tu as des sources différentes de trafic différentes des personnes auxquelles tu te réfères, parce que même sur ton concurrent, c'est pas la même. C'est pas le même public forcément. C'est pas le même public, c'est pas la même communication. Moi, je le vois, je sais pas avec combien de marques de culottes menstruelles on a bossé. Mine de rien, elles vendent le même produit avec la même valeur, les mêmes bienfaits pour la santé, les trucs dans le genre, etc. C'est jamais le même trafic. C'est jamais les mêmes comportements d'achat qu'on a dessus. Ils vendent pas aux mêmes personnes, et même si les volumes etc. sont les mêmes, en communication, il suffit que tu sois un peu plus trashy d'un côté, un peu plus ouvert de l'autre, que tu parles beaucoup plus de santé et d'éducation au milieu. C'est jamais le même public qui achète et les comportements d'achat sont différents. Et les tests qu'on fait sur des mêmes composants n'ont rien à voir. Et ça, c'est ouf. Et donc, tu dois être capable de revenir en arrière et d'accepter qu'il n'y a aucune généralité qui existe en e-commerce, même s'il y a des bonnes pratiques sur ton funnel, sur les choses que tu dois faire, etc. Mais rien n'empêche que ce qui donnera toujours la conclusion, si oui ou non c'est impactant et si oui ou non ça remet en cause ou ça améliore mes perfs, c'est de le tester et de tester, qui plus est, des composants qui ont un impact sur le site, parce qu'il y a plein de trucs qu'on nous dit de faire mais qui ne changent rien. Je prends un exemple, je sais pas, stick add to cart. Ok, tu as un bouton qui descend avec toi, tu as techniquement la possibilité de pouvoir ajouter au panier à n'importe quel moment, mais ça ne touche pas à ton système de pricing ni d'offre, ça ajoute pas de valeur supplémentaire pour mieux comprendre ce que fait le produit et ce qu'il va faire. C'est plus pratique. Certes, en UX, techniquement, je peux ajouter au panier à n'importe quel moment. Mais déjà, dans la plupart des cas, j'ai pas mon sélecteur de variantes qui est intégré à l'intérieur. Donc, soit je fais le choix d'ajouter direct au panier avec la peur ou le risque que l'utilisateur revienne en arrière sur ma sélection de variantes, parce qu'en fait, ça a ajouté les variantes par défaut et pas celles qui le concernent, sans passer par les guides de taille ou les trucs dans le genre. Ou alors, ça te remonte la sélection de variantes, etc., etc. Mais bref, c'est pas des composants qui apportent du résultat, c'est même pas des composants qu'on teste, parce que l'impact est trop faible. Et puis souvent, la plupart du temps, tu peux voir sur une boutique, pour un même produit, tu peux avoir différents publics. Et ces différents publics, tu peux faire des tests sur ces différents publics. Par exemple, avec les modèles de page. Ouais. Et à ce moment-là, tu peux tirer des conclusions sur un même produit différentes. Ouais, carrément. Et c'est là que tu peux mesurer et te dire qu'en fait, ça ne dépend pas forcément de ton produit ou de ta boutique ou de ce que tu as fait, mais ça dépend vraiment de l'humain qu'il y a derrière. Du niveau d'éducation de la personne qui est arrivée sur ton site. C'est ça. Soit elle vient de te découvrir via la première créa, soit c'est la 8e fois qu'elle voit ta pub de retargeting omnicanal entre Facebook, Snapchat, je sais pas quoi. C'est ça. Et c'est évidemment, un vieux ou un jeune. Mais en fait, ça, c'est un sujet qu'on peut creuser pendant des heures et des heures parce que t'as plusieurs raisons pour lesquelles un ou plusieurs utilisateurs qui n'ont rien à voir vont acheter ton produit. C'est ça. Est-ce que c'est pour des raisons de santé? Est-ce que c'est pour des raisons écologiques, économiques? Est-ce que c'est parce que il y a 1000 trucs différents? Le truc, c'est qu'en fait, souvent, ces angles-là marchent bien, que toi, ton rôle en publicité, c'est de donner de la variation et donc d'avoir le discours santé, le discours économie, le discours écologie qui fonctionne en même temps. Et le problème, et ce que fait la plupart des gens, parce que c'est le truc le plus facile à faire, c'est qu'on redirige toutes ces pubs-là, tous ces angles et toutes les raisons différentes pour lesquelles on a arrêté quelqu'un de différent, généralement, au même endroit.
Et donc, le step 1, généralement, et c'est ce qu'on fait aussi quand on arrive pendant ces étapes de refonte ou quand on veut aligner du discours, c'est justement de créer des variations de pages qui sont propres et qui sont cohérents avec les angles qu'on va cibler en publicité ou les niveaux d'éducation qu'on a. Contient en publicité, ouais. Tout en ayant la page globale. Généralement, les pages produits classiques qu'on a quand on arrive, on les conserve seulement pour les créer à retargeting qui vont rappeler un peu tous les bienfaits du produit. Et puis en plus, ce qui est cool dans ça, c'est que ça nous permet aussi de voir quel angle marche le mieux et aussi l'ordre, sans supprimer des informations, l'ordre dans lequel on va annoncer nos bienfaits de produit et on va structurer au fur et à mesure notre fiche produit. On va finir ce petit podcast, on appelle ça un podcast, interview. Parlons de Shopify. Est-ce que tu fais toujours confiance? Je lis ma petite question. Je l'aime bien. Est-ce que tu fais toujours confiance à la plateforme et est-ce que tu continues à croire en cette dernière? Shopify, avant j'étais un peu sceptique, mais plus j'avance dans le temps avec cette boîte et plus je me dis c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, ce qui développe autant pour les utilisateurs qui sont pas techniques que pour les utilisateurs techniques, ils sont en train de rendre l'offre tellement complète et ça devient un écosystème où ça devient de plus en plus complet en fait. Ce qui me fascine, c'est que c'est aussi simple de lancer une boutique hyper rapidement, genre vraiment, si t'as les visuels, etc., tous les contenus qui sont propres à ta boîte, ton entreprise que t'es en train de monter. En une après-midi, vas-y, allez, 2 jours max, si tu rames un peu, t'as ton shop qui est en ligne et qui est prêt à recevoir du trafic. Tout comme... tu peux être sur Shopify Plus, faire quelques centaines de milliers, voire millions par mois et avoir une solution qui tient toujours la route. Et une décision que tu n'as pas à remettre en question parce que tu as généré trop de croissance et du coup tu dois switcher de CMS pour trouver quelque chose qui s'adapte à ta boîte. Decathlon, un truc dans le genre, aujourd'hui on a des structures sur Shopify et ça tourne du tonnerre. Autant comme tu disais, donc pour faciliter la vie du e-commerçant en intégrant toutes les ressources qu'il faut, que pour le développeur et faciliter la vie des personnes qui travaillent au quotidien sur... surtout avec tout ce qui est headless, etc., ça permet tellement plus de choses pour les gens qui sont techniques et qui, eux, derrière, permettent aux humains. Ça va vraiment très très loin aussi d'un point de vue technique. On parlait de headless, mais nous, on n'en fait pas beaucoup. Mais ne serait-ce que pour tes temechecks, la manière dont le GitHub, tu vois, genre nous, la manière dont on se plug et on plug notre équipe à une équipe qui est déjà en place sur Shopify sans créer de conflit. Enfin bref, c'est monstrueux. Et puis après, maintenant aussi sur les problématiques qui est vraiment le sujet, j'ai l'impression en ce moment de Shopify, de devises, d'international, etc., de logistique intelligente, etc., qui sont des logiques qui n'existent pas encore une fois sur Shopify. Et puis dernière mise à jour, je ne sais pas si tu as vu, on est le combien ? On est le 22 juillet, préparez-vous, il y a une nouvelle mise à jour de Shopify qui arrive, dans laquelle on intègre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de la plateforme. Tu vas pouvoir tu vas pouvoir virer ton responsable e-commerce là demain, donc prépare les paplards. Tu vas pouvoir lui dire à ton bot de Shopify. C'est déjà live. C'est déjà live ? Ouais. Tu l'as vu ? Ok. Ouais. Bon alors, écoutez, on est le 22 juillet. C'est live. Je ne l'ai pas vu. Hein, donc, moi, je l'ai vu sur... Je m'engage pas, je vais aller au bout du truc. Je peux dire à mon bot de Shopify depuis mon back-office, salut frérot, tu vois mes 600 références de produits, tu vas me baisser tous les prix de 20% jusqu'au 30 juillet parce que je finis ma promo à ce moment-là. Et instant, il te le fait, il te programme le truc qui va remettre les prix normaux quelques jours plus tard et boum. T'as pas besoin d'éditer tous tes SKU ou des trucs dans le genre. Même ta modif de SKU, tu lui files le Excel, à la limite, il va te le sortir. Un truc aussi dont on a été confronté, une boîte qui a plus de 6000 codes promo qui tournent depuis je sais pas combien de temps. Et là, on a lancé 3 nouvelles cartes cadeaux ou trucs dans le genre qu'on doit exclure. Et le bot, tu peux lui dire, écoute frérot, passe sur mes 6000 codes promo, tu m'exclus seulement ces 3 produits parce que sinon je vais devoir le faire à la main. Edit de champ méta, etc. Boum. Instant. Un truc de terminons ça, Younes. Content de t'avoir rencontré première fois qu'on se capte après 10 mois de collaboration. Si tu devais imaginer une ou plusieurs prochaines mises à jour de Shopify, autant pour toi sur la partie technique ou pour la partie client, tu penses à quoi ? Mise à jour de Shopify que j'aimerais bien, en fait pas pour moi techniquement, mais pour les utilisateurs, c'est de faire des blocs. Je sais, ça part en steak, mais tu peux faire tellement plus de choses si tu arrives à faire ça. Ouais, c'est vrai.
D'autant que nous, on se fait un système dans la partie technique pour faire des blocs, mais c'est un peu triché. Pour l'explication, avant, tu pouvais faire un bloc, par exemple, tu ajoutes une section avec plusieurs colonnes, et bien tu as ta section, et ton bloc, c'est le nombre de colonnes que tu vas pouvoir faire à l'intérieur. C'est ça. Aujourd'hui, tu as une structure de bloc même sur la fiche produit. Donc ton titre, tu peux l'inverser avec le bouton Add to Cart, ce qui n'était pas le cas un an en arrière ou plus. Et aujourd'hui, avoir un bloc de bloc, ça nous ça nous permettrait de faire Encore plus. une logique de boucle et de système de la même manière à l'intérieur d'un bloc. Et on y est souvent confronté, tu vois. Quand on doit faire d'autres trucs, autant pour la partie client que dev. Et ils ont sorti récemment la partie Section Groups qui répond plus ou moins au problème, qui te permet d'avoir des sélecteurs de sections spécifiques pour ton header ou pour quelques sections, etc. etc. Ouais. Ça devient beau aussi. C'est tout ? On ajoute quoi encore ? Non, t'as dit il y en a 3. Donc là, ça fait une. La deuxième que moi j'aimerais bien, bon, c'est plus partie technique, que Liquid, ça tourne sous Node. Bon, je sais que vous allez rien comprendre, désolé, mais moi ça changerait tellement ma vie, je pourrais faire tellement plus de trucs sur un store qui n'est pas headless. Pourquoi, avec les logiques asynchrones ou rien à voir ? Bah en fait, déjà tu pourras faire tout ce qui est import, export, etc. Encore plus segmenter ce qu'ils font déjà dans la logique d'ajout de composants et de fait de charger les bonnes ressources au bon endroit. Tu pourrais mettre un outil de test pour au lieu de parce qu'en fait ce qui manque aussi sur Shopify, c'est que tu peux pas tester. Par exemple, moi je développe une fonctionnalité, le client l'a validée, c'est lui qui va venir la tordre dans tous les sens et tester sa robustesse. Bon, moi j'essaie de prendre le plus possible tous les cas, mais tu vas en ignorer une partie. À un moment, forcément, il y en a un qui va passer. Forcément, à un moment, tu vas faire. Et donc, ce qui serait bien pour Parce ça, que c'est humain. C'est ça, ouais. Mais ce qui serait bien, c'est que on puisse faire on puisse faire tourner des tests sur Shopify, et c'est ce qui manque un peu. Plus puissant qu'un time check, un test utilisateur où je simule un des test utilisateur directement. Il y a des solutions qui existent pour ça. On ah ouais, à bouffer avec Arthur à midi. Il est dev chez Decat en partie. Il va te montrer des solutions sur lesquelles tu peux simuler le parcours d'achat. Et à chaque fois que tu fais une mise à jour, le bot run simule le parcours d'achat. J'ai vu une intégration comme ça, mais j'ai pas encore réussi à la faire fonctionner avec. Troisième ? Et troisième, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et toi ? Tu sais pas ? Ouais, non, moi, j'améliorerais naturellement les solutions sur lesquelles ils sont en train de bosser, Shopify Market, Shopify Markets Pro, pour avoir une solution qui me permette d'être optimisé en SEO quand je me lance sur plusieurs marchés, parce que c'est des problématiques auxquelles on est confronté maintenant. Ouais. Quand je me lance sur plusieurs marchés, avec la bonne exploitation des subfolders, le fait d'éviter de duplicate content, mais ça te regarde principalement, le fait de gérer les currency, parce que c'est un bordel. Je donnerai accès au checkout à tous les stores, même si il y a un gros potentiel pour qu'ils fassent de la sauce avec les sorties de checkout, extensibility, etc. Il va y avoir pas mal de trucs à faire, à condition qu'on puisse conserver le fait de pouvoir ajouter des scripts et injecter du contenu à l'intérieur de ces plateformes-là. Je créerai pas mal de trucs. J'augmenterai aussi le niveau d'éducation des utilisateurs par rapport à ma propre plateforme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des mecs qui sont sur Shopify, qui ont un encart meta-object, personne n'a jamais cliqué dessus, personne ne sait à quoi ça sert, alors que la puissance des meta-objects est juste monstrueuse. Tu feras un sujet dessus, Younes, je suis désolé, on t'a pas vendu. Younes, il est en train de lancer une petite chaîne YouTube, petite, très grosse bientôt, pour isoler du contenu technique sur Shopify, ce que je ne fais plus et ce que tu fais 10 fois mieux que moi maintenant. Peut-être pas 10. Je vais mettre quelques liens dans la description de cette vidéo. On fera une autre vidéo pour finir ce que j'étais en train de dire. Madame Irma, qu'est-ce qu'on change sur la plateforme pour améliorer notre vie, notre quotidien en tant qu'e-commerçant ou techos sur Shopify. Dernier mot, Younes ? Abonnez-vous. Abonnez-vous à Younes.